Bienvenue à tous, bienvenue sur Jedi Disruption on accueille très régulièrement des gens qui font changer la France, qui font changer l'Europe, qui font changer le monde de l'innovation et aujourd'hui je suis hyper heureux d'accueillir Stéphane Soumier. Alors c'est très bizarre parce qu'il avait eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois sur Good Morning Business, donc là c'est vraiment le monde un peu à l'envers. Bienvenue Stéphane. Bienvenue, merci beaucoup. Et tu vas nous raconter, on va se tutoyer, tu vas nous raconter d'abord ta grande aventure entrepreneuriale, Bismart. Ouais. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis également sur comment tu vois le monde des médias au XXIe siècle, les nouvelles formes. Quel est le rôle de l'innovation là-dessus? Quel est le rôle de l'entrepreneur? Je te poserai quelques questions un tout petit peu plus sérieuses et peut-être un peu plus graves sur ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe. Et ensuite, on aura une conversation qui, j'espère, sera la plus excitante pour ceux qui nous regardent en France, en Europe et un petit peu partout en live sur LinkedIn. Bon, déjà, parle-nous un petit peu de cette aventure, Bismart. Alors, démarrons sur Bismart. Bismart est ce que j'appelle une start-up de vieux. Et je tiens beaucoup à cette appellation parce que je pense que c'est un enjeu très, très important pour l'ensemble de nos sociétés. On doit réconcilier aujourd'hui l'allongement de la durée de vie au travail, l'envie même de beaucoup d'entre nous de travailler de plus en plus longtemps et la difficulté des organisations à gérer des gars qui ont, alors en ce qui me concerne, 35 ans de carrière et qui deviennent quand même, qu'on le veuille ou non, compliqués à manager et quand ils sont arrivés au sommet de l'organisation, qui à un moment commencent à tourner en rond même sur leurs propres idées. La start-up de vieux, donc l'idée qu'à un moment, on peut faire un exit justement du monde du travail et du monde du salariat. Qu'aujourd'hui, on est la première génération, vraiment la première génération à pouvoir le faire dans une relative sécurité et avec surtout une écoute et un accueil du marché qui ne stigmatise absolument pas à aucun moment le fait que vous ayez plus de 50 ans et personne à aucun moment ne m'a dit mais enfin on lance pas une entreprise quand on a 55 ans. Donc on est la première génération. Ça n'aurait pas été le cas il y a 10 ans. Ah mais certainement pas, c'est ça, c'est ce moment que j'ai réalisé. Et alors qu'est-ce que c'est une start-up de vieux? Je vais te décevoir un peu en ce que c'est pas très innovant. Je pense que les start-up que ma génération va lancer, si jamais d'autres s'y mettent, en fait, il y a un truc qu'on sait faire à la perfection. On a identifié une niche et des éléments d'efficacité qu'on peut renforcer. Donc, on va faire ça. Premier point. Deuxième point, et on en reparlera peut-être, on n'a pas le temps de perdre de l'argent. La start-up de vieux, elle va être focus sur sa rentabilité très, très vite. Troisième point, on s'entoure de gens qu'on connaît, avec lesquels on travaille, pour certains, depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Donc, chacun est à sa place. Il n'y a pas de concours d'ego et il n'y aura pas de mauvaise surprise sur l'attelage dans 6 mois ou dans 8 mois. Tout ça, André, ça te fait un char d'assaut. Mais avec les limites du char d'assaut, c'est-à-dire la visibilité est réduite. Donc, on va foncer. Bismart est un média communautaire pour les entrepreneurs, limite B2B, avec un modèle économique qui est un modèle économique de partenariat qui va s'adresser à des entreprises et notamment des entreprises de taille intermédiaire à qui on va donner accès à la télévision parce qu'on a des coûts de production très réduits et ces entreprises ne pensaient jamais avoir accès à la télévision. Eh bien, elles ont accès à la télévision grâce à nous. Et donc, ce média communautaire, soit il marche et le char d'assaut continuera à avancer, soit il marche pas et il n'y aura pas de pivot. Tu comprends? Je pense que c'est compliqué pour une start-up de vieux que de pivoter. Voilà ce qu'est Bismart. C'est lancé depuis maintenant 5 semaines. On a un accueil, alors pardon, mais que je n'imaginais pas. Ça veut dire que la communauté est là. Ça veut dire qu'on répond à une attente. Même en termes de chiffre d'affaires, notre démarrage, malgré la période, on a hésité évidemment à se lancer dans cette période, puisqu'on a démarré le 16 juin. Notre chiffre d'affaires est là, est au rendez-vous. On est sur le business plan qu'on avait prévu. Donc, le char d'assaut avance pour l'instant. Voilà. Écoute, si je prends mes anciennes lunettes de capital investisseur, tu as des gens expérimentés, ils sont hyper focus, il n'y a pas de risque d'équipe parce qu'a priori, ils ont déjà bossé ensemble. Normalement, ça doit marcher du feu de Dieu. Ben oui. Oui, mais après, ça veut dire que le modèle qu'on a identifié est le bon. Tu comprends? Quand tu investis dans une start-up, tu sais très bien
qu'à un moment, peut-être qu'elle va pivoter, peut-être que là-dessus, en fait, on avait vu le marché, mais il n'est pas finalement au rendez-vous comme on le croyait. Ça, on aura beaucoup de difficultés à le faire parce qu'on est plein de certitudes. Il faut l'admettre. Tu comprends? Voilà, on est convaincu d'avoir raison. On va peut-être parler ensemble des médias modernes et de la façon dont ça évolue. On a, nous, des idées très claires sur la façon dont ça évolue. Si on se gourre, il sera trop tard pour changer. Voilà. D'accord. Donc, c'est le pivot, c'est cette espèce de flexibilité, cette agilité immense des startups. Celle-là, vous l'avez pas. Non. Dans un monde. Alors, est-ce qu'on arrive dans le monde, puisque ça, c'est un petit peu le cœur de Jedi, c'est de dire, si on pense linéaire en 2020, et on reviendra sur le commissariat au plan, j'ai vraiment envie de t'interroger là-dessus. Si on pense planification comme on le faisait il y a 50 ans, tu sais qu'on va se planter. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais on peut toujours planter, André. Jamais la planification n'a fonctionné nulle part. Jamais. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, comment on fait? Alors, explique-moi comment, alors, peut-être de manière un peu géopolitique, les systèmes autoritaires qui ont cette capacité pour de mauvaises raisons. Moi, je pense qu'on a de plus en plus un combat de valeurs. Mais quelle capacité de quoi, les systèmes autoritaires? Ils ont une capacité d'aller dans le mur. Simplement, comme ils vont dans le mur de la même façon que les systèmes démocratiques. Simplement, tout le monde est obligé de se taire. C'est la seule différence. Mais alors, je sais que on baigne dans la. Alors maintenant, peut-être un peu moins dans la sino. C'est terminé depuis longtemps. On est en train de se réveiller. C'est-à-dire, effectivement, à un moment, c'est peut-être des moments historiques très particuliers, d'accord, où vous avez besoin à un moment, j'en sais rien moi, d'une autorité pour constituer une nation. Bon, voilà. Je suis très intéressé par la Révolution française, très intéressé par le débat. Alors, c'était mes études d'histoire, ça nous rajeunit pas. Mais en gros, le débat entre une lecture très démocratique et une lecture plus marxiste de la Révolution française. La lecture démocratique dit la Révolution s'est arrêtée en 1792. Ma lecture à moi, et c'est vrai qu'elle a été reprise à l'époque par des historiens marxistes, c'est 93 qui a rendu possible en fait l'existence de la Révolution, sinon elle se serait effondrée. Voilà, je referme la parenthèse. Mais sinon, non, les systèmes autoritaires ne marchent pas mieux. Enfin, voilà, il en reste un très particulier sur lesquels j'ai assez peu de compétences, donc voilà, on va pas s'étendre. Mais sinon, ils s'effondrent tous. Ils s'effondrent tous. Et celui-là s'effondrera comme les autres, parce que la condition humaine est universelle. Voilà. Alors, start-up de vieux, je rebondis là-dessus, parce qu'on est dans un continent, dans un pays, dans un continent qui est de plus en plus âgé, où tu as forcément… donc, normalement, le gisement d'emploi et de création de valeur, il est aussi là. Est-ce que tu as l'impression que ça commence à percoler ou est-ce qu'on est encore dans ce mode, et on le voit aujourd'hui, où tu as l'impression qu'on déverse des milliards sur des Mon premier combat, mais fondamental, que j'ai mené sur Bismart, alors qu'on gagne par défaut, c'est la réforme de l'assurance chômage. Je m'intéresse à l'aspect cadre de l'assurance chômage, c'est-à-dire des hauts salaires. Vous avez peut-être suivi ça. En gros, jusqu'il y a, ça s'arrêtait début novembre, ça a été suspendu, ça va peut-être reprendre, on n'en sait rien, etc. et tout. Mais un cadre qui quittait son entreprise partait avec, globalement, 2 ans de rémunération à 6 000, 7 000, 5 000, 6 000 euros par mois s'il était sur les niveaux de salaire les plus élevés. Ça te donne une visibilité justement pour monter ta boîte qui est extraordinaire. Et puis, tu peux, par des dispositifs qui sont l'aide à la création d'entreprise, toucher en gros 80 000 euros, 40 000 en une fois, 40 000 6 mois après. Même chose, visibilité, sécurité pour monter ta boîte est extraordinaire. On a supprimé ça. Enfin, la réforme qui a été suspendue supprime ça. Pour économiser quoi? Pour économiser 250 millions d'euros. Mais de quoi on parle? On parle de 80 000 personnes, c'est à peu près 80 000 personnes, qui ont ce potentiel de création d'entreprise. 80 000 personnes, nous là, on est 3 associés. Il y en a 2 d'entre nous qui fonctionnent comme ça. Moi, je suis payé par Pôle emploi aujourd'hui, en ce moment. J'en suis très, très fier. On a créé 25 emplois. Donc, voilà le levier. Alors, OK, c'est bien 25 emplois. Sans doute, les 80 000 ne créeront pas chacun 10 ou 12 emplois. Mais même s'ils en créent 3 ou 4,
La dépense, elle est amortie, mais automatiquement amortie. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions aussi absurdes? Le déficit de l'assurance chômage, à la fin de l'année, là, la dette, ça va être 50 milliards, 60 milliards. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces 200 millions? Donnons-les justement aux vieux start-upers, donnons-leur un tout petit peu de sécurité et ils vont être un levier pour créer de l'emploi et pour redynamiser. Alors, je me remets dans cette logique d'investisseur qui a envie d'acheter ton histoire. Ça s'est fait ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont compris ça et qui l'ont mis en œuvre? J'en sais rien, André. Ou est-ce que c'est peut-être une opportunité pour ce continent? Rappelle-toi ce que disait, je crois que c'est Donald Rumsfeld qui parlait de la vieille Europe. Est-ce que justement, dans ce monde imprévisible, tu as besoin à la fois d'énergie, avant peut-être que ceux qui avaient 60 ans et plus ou 50 ans et plus n'avaient peut-être pas cette énergie, mais aujourd'hui ils l'ont, plus que jamais. Attention, c'est une énergie qui est réservée, c'est une énergie qui n'est réservée qu'à des gens qui ont été privilégiés pendant toute leur vie. Et là-dessus, il est parfaitement légitime que le gars qui a bossé derrière une machine arrive à 60 ans et pose le sac et profite de sa retraite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous sommes, je dis, c'est quantifié sur chaque année, 80 000 personnes sont en mesure, ont l'envie de monter quelque chose. Donc, même si tu prends un taux de défaut, j'en sais rien, moi, même s'il en reste 10%, même s'il en reste 8 000. Ouais, s'il en reste 10 000 et que tu crées 25 emplois chacun. Mais bon Dieu, voilà. Pour 200 millions d'euros, tu te rends compte? Bon, donc c'est un vrai combat sur lequel. Donc, c'est vraiment engagé. Et c'est un des méga trends que l'on a derrière nous. C'est-à-dire que on va pas s'adresser aux jeunes gens. C'est un média qui s'adresse à toi, qui s'adresse à une population mature, qui s'adresse à une population qui aime le business, qui aime l'économie, qui aime les affaires, qui a du temps pour comprendre. C'est un média du temps long. Je fais des interviews de 20 à 25 minutes, une demi-heure. Voilà, c'est un média du temps long et donc qui ne s'adresse pas évidemment à la génération ultra connectée qui aujourd'hui vibrionne. Voilà. Bon, on en sait un peu plus sur les gens qui sont derrière, sur le cœur battant de Bismart. Alors, parle-nous de Bismart. C'est quoi les options que vous avez prises, justement? Alors, l'idée, ça va nous amener sur le média de l'avenir, si tu veux, enfin, sur la façon dont ça évolue. Bon, on voit les choses évoluer. C'est délinéariser. Voilà. Le flux n'existe plus. Délinéariser, ça veut dire qu'on consomme à la demande. Voilà. Quand tu veux, où tu veux. Il faut que ce soit disponible sur l'ensemble des devices, sur l'ensemble des appareils. Il faut que ce soit simple, il faut que tu aies juste sans couture, comme ils disent dans les télécoms. Mais l'idée, alors c'est là où c'est très intéressant parce que je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Nos clients sont en retard. Nos clients sont en retard sur les consommateurs. Nos clients, donc publicitaires, ceux qui vont nous apporter par de la publicité et par de partenariats notre chiffre d'affaires, sont en retard sur les consommateurs. Les consommateurs nous consomment en délinéarisé massivement. Les clients veulent du flux. Ils veulent se voir à la télé. Ils veulent… oui, mais ça passera à quelle heure? Voilà. Cette question n'a plus aucune importance, mesdames, messieurs, c'est fini. Alors oui, je peux vous dire, moi, par exemple, je passe à 18h et à 22h. Ça n'a aucune importance. Plus aucune importance. Tu as envie de leur proposer, qu'est-ce que tu leur proposes de différent? C'est le nombre de personnes avec qui ils interagissent. On est obligé de faire du flux parce que c'est ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, le client est roi. Et donc, on est diffusé, Free, je vais me permettre, Free, Canal 327, Canal+, 12, Orange, Canal 230, Bouygues Télécom, Canal 245. Donc, on est diffusé en flux, il n'y a absolument aucun problème. Et il y a un flux sur notre site internet, bismart.fr, absolument aucun problème. Mais pour les gens qui doutaient à ce que Stéphane Soumier soit un vrai entrepreneur, le bon entrepreneur te fera son pitch à un moment ou à un autre. Vas-y, continue. Ouais, j'aurais un truc là-dessus, ça intéresse André, mais je ne me considère pas comme un entrepreneur. Et donc, voilà, mais ça n'a aucune importance. En fait, la consommation, elle est délinéarisée, elle est en voiture, elle est dans le métro, elle est où que vous soyez, à un moment de pause, dans une vie, vous dites, tiens, au fait, j'ai un quart d'heure, je ne sais pas quoi faire, tiens, Soumier, qu'est-ce qu'il a comme connerie? Ah, tiens, je vais regarder ça, hop, et voilà. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. Et je pense que l'image
est indispensable. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a une espèce de folie autour du podcast. Ça durera ce que durent les blogs. Moi, j'ai grandi, le tournant de l'an 2000, c'était les blogs, partout les blogs. Et puis les blogs ont disparu parce que c'était pas pratique, parce qu'il fallait les écrire, parce qu'il fallait les lire, parce que t'as pas le temps, etc. Je pense qu'il en sera de même pour les podcasts. Là, vous avez une telle offre et une telle profusion que de toute façon, vous pouvez même plus exister. Alors oui, sans doute aux États-Unis, il y a un marché parce que c'est la langue anglaise. Nous sommes, dans un marché plus étroit et je n'y crois pas. Transformer nos programmes en fichiers son pour que vous puissiez les consommer comme des podcasts, évidemment, ça, bien sûr, mais créer ce qu'on appelle des podcasts natifs et en faire un modèle économique, je n'y crois pas. Voilà. Et alors, en quoi, toi, tu es plus délinéarisé que les autres? Enfin, c'est quoi donc on est nativement délinéarisé. Voilà. Alors, le sujet, c'est qu'on tenait absolument à se lancer après le confinement, juste après. Et donc, pendant le confinement, on n'a pas eu le temps de mettre en place tous les outils qui vont être mis en place en termes d'indexation, ça s'appelle des outils bibliothèques sur le net, etc. et tout. Mais ils sont tous là. Ils vont être mis en place là pendant le mois d'août. On va faire un petit break pendant le mois d'août. On va tout mettre en place. On va mettre Et en fait, on est nativement délinéarisé. La délinéarisation impose, je le dis très, très vite, c'est technique, une indexation très, très forte. L'important, c'est que tu puisses trouver très vite ce que tu cherches et qu'on puisse te pusher assez vite en fonction de ce que tu as cherché, ce qui pourra t'intéresser. C'est le modèle de l'innovation. C'est toi-même qui développes tes outils d'indexation? Non, bien sûr que non. Non, ça s'achète sur étagère, ça. Voilà. Super. Bah alors, dis-moi, maintenant parlons un petit peu d'Europe. Est-ce que ce continent de vieux, qu'est-ce que tu en penses? Non, alors, en préparation de ce rendez-vous, tu avais un peu perdu tes illusions, mais dis-moi un petit peu sur le contexte média et peut-être plus général. Alors, le contexte média, en fait, c'est tout le problème du contexte. Alors, le contexte média résume le contexte économique. C'est que, alors, il se trouve que l'un de mes investisseurs, Daniel Chretínský, Czech Media Invest, entrepreneur européen. Tiens, un petit truc, André, voilà. Daniel Chretínský est tchèque. D'accord? Mais tu as lu dans la presse française, mais des portraits et des allusions, mais qui frôlent l'insulte. Pourquoi? Parce qu'il est tchèque. Est-ce que son argent est vraiment clair? Est-ce que de l'argent tchèque? Est-ce qu'un milliardaire tchèque, on peut lui faire confiance? Tu comprends? C'est ça quand même, André, hein, l'état de ton Europe. C'est ça. Donc oui, le gars, c'est un milliardaire qui a investi dans les centrales à charbon. Il se rend bien compte que l'histoire est terminée. Donc maintenant, comme un bon investisseur, il investit dans des éléments qui aujourd'hui sont à la casse et qui peuvent lui permettre de créer un groupe européen parce qu'il veut créer un groupe européen. Il en a identifié 2 ou 3. Le premier, c'est les banques. Ça n'avance pas. L'union bancaire, l'idée que je puisse faire un groupe européen à l'échelle bancaire, mais je ne sais même pas si on sera vivant quand ça verra le jour, cette histoire. Voilà. Le deuxième, c'est le retail. Intéressant, le retail. Mais là aussi, tu as un problème. Problème que j'ai rencontré avec des entrepreneurs qui se lançaient dans l'agroalimentaire, par exemple. Histoire formidable, Michel et Augustin. Augustin Paluel-Marmont, donc des petits gâteaux, des yaourts et des choses comme ça. Très beau succès. Très beau succès, mais sur une cible limitée, cible très urbaine, etc., avec fort pouvoir d'achat. Donc, il faut très vite essayer de croître à l'international. Vous vous dites, je vais aller dans d'autres pays européens? Non, je vais partir aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, un paquet me donne 350 millions de consommateurs. En Europe, il faut que je segmente. Mon packaging doit répondre à des nomenclatures à chaque fois différentes pour des marchés qui sont réduits. Voilà. Donc là aussi, le retail, c'est compliqué. Et il tombe sur la presse. Et pourquoi est-ce qu'il tombe sur la presse? Parce qu'il dit, en gros, c'est plus la publicité qui va financer la presse, ce sont les abonnements. Et ça, les abonnements, je peux les gérer à l'échelle européenne avec un gros centre de services partagés. Et finalement, mon abonné de la Stampa, ce sera le même que l'abonné de la Frankfurter, qui sera le même que l'abonné du Monde. Si j'arrive un jour à dire aux gars du Monde que je souhaite investir dans leur journal et qu'ils devraient m'accepter, ce sera le même. Tu comprends que El País, etc. et tout. Et donc là, oui, j'ai peut-être, pour la première fois, l'idée d'essayer de créer un ensemble européen. Mais c'est assez visionnaire, hein. Donc on verra. Et nous, en fait, on lui sert de test télé, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas du tout la télé, il ne connaît pas du tout l'audiovisuel, donc il a pris 50% de notre capital, je le remercie, c'est lui qui nous permet aussi d'exister et de nous lancer comme ça avec tous ces outils, avec beaucoup de force.
Et voilà, on va pas lui apprendre la télé. On va se rendre compte ensemble de ce que c'est que la télé. Voilà. Tu me rappelles ces sujets où en fait nous on est toujours ravis quand les entreprises françaises font des acquisitions à l'international, mais quand l'inverse se produit, tu sais, les réactions sont dingues. Donc en fait l'Europe elle est effectivement sur ça souvent. Mais je pense que c'est pas le problème des Européens, c'est souvent les. Non, mais un message parce que je vois qu'on est au bout. Un message. On a encore quelques minutes, t'inquiète. Bon, ça va. Mesdames, messieurs, les Français, regardez, sortez-vous de la tête leurs dirigeants. Regardez ce qui se passe en Europe de l'Est. Voilà. Eux, ils ont l'Europe dans les tripes. Voilà. Eux, ils savent ce que ça coûte de voir l'Europe à un moment tourner le dos à des nations entières qui sont le cœur de la culture européenne. Donc, voilà, ce sont eux qu'il faut respecter. Ok, ils ont des dirigeants aujourd'hui qui sont un peu bizarres, un peu baroques. D'accord. Peu importe. Regardons le fond de la société. Voilà. Pour les plus anciens, ils savent que lorsqu'il y avait eu la guerre du Golfe, il y avait une grosse division entre les dirigeants européens, mais l'opinion publique européenne avait des opinions relativement proches. Donc cette opinion publique européenne, elle existe. Et je suis comme toi, je pense que souvent on se concentre sur l'argent. La clé, c'est de créer ces marchés. Et qu'en 5 ans, le marché des capitaux n'ait pas été créé, pour moi, c'est une honte absolue sur l'ancienne Commission européenne. Et c'est la même chose. À chaque fois, tu sais, t'as tellement d'intermédiaires dans tous les sens. Toutes les autorités de régulation sont jalouses de leur propre pouvoir dans chacun des pays et donc ne veulent rien lâcher même sur leur propre pouvoir et vous disent toutes qu'elles sont absolument indispensables et que, oh mon Dieu, si on laisse les Allemands faire ça, si on laisse les Espagnols faire ça, si on laisse les Grecs faire ça, on court à la catastrophe. Mais voilà. Mais malheureusement, André, c'est comme ça depuis 25 ans, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on aura des gouvernements de vieux avec le même état d'esprit que toi? Mais bon. Écoute, ça, j'en sais rien. Je pense qu'à partir du moment où les entrepreneurs les chefs d'entreprise sont bien en avance que effectivement le monde politique. Regarde ce qui nous est arrivé. Regarde ce qui est arrivé à notre jeune président. Regarde la façon dont il est parti sabre au clair et regarde la façon dont le sabre lui est revenu en pleine face. Nous avons franchement, alors tu sais, la politique c'est autre chose. C'est des chers et vieux pays, disait le général de Gaulle. Nous sommes le fruit d'histoires complexes. Et donc, alors franchement, comparer un entrepreneur et un chef d'État, non. Alors jamais. Comme ne jamais comparer la dette publique et la dette privée. Voilà, jamais. Mais est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Qu'est-ce qui doit se passer? Tu as bien vu ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ce compromis qui a été trouvé, il a été fait au forceps, il a été fait au prix de compromis sur les sujets d'avenir, la santé, la recherche. Ça s'est toujours passé comme ça. Non. Alors je vais faire à front renversé. Tu peux pas négliger combien de subventions? 390 milliards, 360 milliards de subventions. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Il y a un mois, Marc Rutte disait non, jamais. Il lâche ça. Franchement, je vois la posture du Parlement européen. C'est pas possible qu'ils aient cette posture-là. C'est pas possible de refuser le budget. Évidemment, je défends pas le Parlement, mais c'est pas le plan de relance qui refuse. C'est le budget qui a fait un tout petit peu les frais. Mais oui, mais enfin mon Dieu, mais c'est ça la négociation. Et le Parlement, s'il va se mettre dans cette posture, mais c'est la plus absurde des réactions qu'on puisse avoir. Non, au contraire, il faut tout faire pour essayer de les caresser maintenant dans le sens du poil. C'est frugaux, j'aime pas le terme. En tout cas, ces États qui sont très très réticents à mutualiser la dette et de leur dire regardez, vous voyez, ça ne fait pas mal. Ils ont fait un pas, ils ont franchi un pas irréversible, ça c'est clair. Là, on arrive à la. Qu'il soit irréversible, il faut que tout le monde y mette du sien et le Parlement doit y mettre du sien. D'accord. Donc l'énergie et l'enthousiasme doit aller avec. Il faut être content de ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne prête pas assez attention, qui toi, en tant que citoyen, en tant que dirigeant de médias, est-ce qu'il y a des. Tu vois, c'est comme cette histoire de pandémie qui finalement n'était pas du tout un Black Swan et où on se retrouve à nouveau comme si on avait été complètement désemparé. C'est pas la pandémie, le Black Swan. Le Black Swan, c'est la fermeture administrative de l'économie développée. C'est ça, le Black Swan. D'accord. Oui, c'était un Black Swan. Personne n'aurait pu. La pandémie, elle est dans une cartographie de risque à peu près classique, etc. Et tout. En revanche, les directeurs des risques ne pouvaient pas prévoir. Quand bien même l'aurait-il fait, d'ailleurs, on l'aurait. C'est la fermeture administrative de l'économie développée. Voilà. Ça, c'était totalement imprévisible. Ça s'est fait. J'ai pas d'avis. Ça s'est fait. Ce que je remarque, c'est que ça s'est fait dans l'ordre. Ce que je remarque, c'est que nos sociétés sont fortes. Voilà.
nos sociétés démocratiques, développées, dont on dit pique-prendre, dont on écrivait quand j'étais jeune, je faisais mes études d'histoire, voilà comment les démocraties finissent. Hein. Alors on allait être le jouet de l'ensemble des pouvoirs plus ou moins autoritaires et des forces d'argent qui allaient nous faire plier sous leur poids. Que nenni, le business s'est arrêté. Le business a accepté, les forces d'argent, l'ensemble de ce qu'on nous décrit, ont accepté l'ordre administratif. Voilà, on l'a fait, on l'a respecté, et maintenant chacun essaye de relancer comme il peut, du mieux qu'il peut, avec les armes que nous donne là, pour le coup, l'ensemble des banques centrales et la monétisation des dettes. Mais c'est ça qui est important. Écoute, c'est un super message d'optimisme, j'en attendais pas moins de toi. Bon courage à Bismart, super aventure, et à toute l'équipe. Merci. Et franchement, Stéphane, merci de cette énergie et de cette niaque que tu as plus que jamais. Donc, vive les startups des expérimentés, je vais les appeler comme ça. De vieux. Non, assumons le truc. Allez, startups des vieux. Merci Stéphane, à très bientôt. Bonne journée à tous.